Élise Guolfarb, entrepreneuse militante féministe, bonjour. Bonjour. Rachel Fleur-Pardo, avocate, bonjour. Bonjour. On vous reçoit ensemble ce matin car Élise Guolfarb, vous êtes la cible de cyberharcèlement, menaces de mort, de viol et injures à caractère antisémite, sexiste et homophobe. Vous avez déposé plainte et vous êtes défendue par maître Rachel Fleur-Pardo. Élise Guolfarb, c'est pas la première fois que vous indiquez recevoir un flot d'insultes, de messages, notamment à caractère antisémite, homophobe. Quelle est l'ampleur prise cette fois? Quel type de messages avez-vous reçu? En quelle quantité, entre guillemets? Je pense que j'ai reçu des milliers de messages. Là, à ce stade, on en est là. Des messages qui parlent, qui m'insultent gratuitement. Je rappelle juste le contexte qui est que il y a un média sur Instagram qui a dit on parlait même pas du conflit israélo-palestinien pour le coup. On parlait de l'attentat qui a eu lieu à Moscou. Et le compte en question disait que l'État islamique et Daesh avaient été créés par les sionistes et donc par les juifs par extension évidemment. Donc j'ai juste contesté ça sur mes réseaux sociaux en disant c'est quand même un niveau de complotisme assez fou. Et une déferlante de haine s'est abattue sur moi. Donc des messages qui disent que Hitler n'a pas fini son travail, que on va venir me trouver chez moi et me violer, que je suis une pute sioniste, que je suis une sale juive. Un florilège habituel. Mais dans des proportions inhabituelles, oui. Rachel Fleur-Pardo, c'est une campagne de haine organisée selon vous? Écoutez, en tout cas, ça fait suite à la publication par un média sur Instagram du nom du profil d'Élise Guolfarb. Et je veux quand même rappeler que c'est pas la première fois qu'Élise Guolfarb est contrainte de déposer plainte pour des faits de cyberharcèlement, menaces, injures, notamment à caractère antisémite depuis le 7 octobre. En fait, c'est révélateur, encore une fois, ce flot de haine, de cette haine antisémite qui se déverse sans complexe sur les réseaux sociaux et qui vise souvent des personnalités identifiées comme juives qui s'expriment en défense parfois de la communauté juive ou en soutien parfois, ou en tout cas après le 7 octobre à Israël. Donc c'est quand même assez important de rappeler ce contexte dans lequel ça intervient, c'est-à-dire un contexte tout simplement d'explosion de la haine antisémite partout en France, dans les écoles, dans les universités et aussi évidemment sur Internet. Élise Guolfarb, l'antisémitisme, on en a parlé, et aussi l'homophobie, vous subissez les deux. Vous observez les mêmes ressorts, c'est des messages qui mêlent les deux aussi souvent? On remarque quelque chose, c'est que, en tout cas, souvent, les antisémites sont également homophobes. Donc, il faut être très vigilant sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Le niveau d'homophobie est complètement fou, décomplexé, désinhibé. Le sexisme également. Des gens qui m'appellent ma petite, ma greluche, cruche, sale lesbienne. Écoutez, de toute façon, quand on est sur les réseaux sociaux, on est assez habitué à ça. Maintenant, la violence ici, elle est toute particulière, elle est assez inouïe. Et je pense que elle est assez liée au sujet. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, pour un antisémite, on est un monstre quand on est juif. Et alors, quand on est lesbienne, c'est encore pire, c'est encore plus facile de s'attaquer aux femmes et aux femmes homosexuelles, je pense, sur les réseaux sociaux. Et quoi qu'il se passe, en fait, j'ai l'impression que on peut dire ce qu'on veut, on aura toujours tort. Et voilà, quoi. Vous êtes de tous les combats humanistes depuis plusieurs années, on le voit. Vous portez une voix de paix aussi entre Israéliens et Palestiniens. Le 7 octobre, vous avez partagé votre immense peine sur les réseaux sociaux, votre engagement aussi. Qu'est-ce qui a changé pour vous là, depuis ce moment-là, depuis ces presque 6 mois? Je pense que les gens ne comprennent pas ce que c'est d'être juif en ce moment. Ma vie, elle a changé de A jusqu'à Z. En réalité, elle sera plus jamais la même parce que je pense qu'aucun juif ne s'imaginait voir ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pas tant... cette guerre est horrible et moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle s'arrête. Mais elle est à des milliers de kilomètres de chez nous, d'ici. Moi, ce qui m'inquiète énormément aussi, c'est ce qui se passe en France. C'est le manque d'empathie des gens, c'est la violence, c'est le manque de discernement. C'est qu'en fait, on est complètement tous devenus fous. Et j'espère qu'au bout d'un moment, il va y avoir une certaine concorde, une certaine unité entre les juifs et les musulmans et même les chrétiens, qu'on va se dire, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici, en tout cas en France, pour ne pas se détester tous, parce que ça commence vraiment à être très inquiétant. Comme le dit Delphine Orwiller, comment ça va pas? C'est vraiment une phrase qu'on se dit depuis le 7 octobre. Ça ne va pas. Moi, quand on me demande comment ça va, je rigole. Et puis, il y a cette vague de cyberharcèlement qui me fait énormément de peine, qui me fait peur surtout. Plus que de la peine, j'ai peur parce que je me dis, mince, si ces gens-là arrivent jusqu'à moi, c'est qu'ils existent.
C'est pas juste des commentaires qu'on voit sur les posts Facebook du Parisien ou du Monde. C'est des gens qui arrivent à toucher des gens de la société civile. Donc, en fait, c'est très flippant depuis le 7 octobre. C'est très particulier comme climat. Justement, depuis le 7 octobre, Rachel Fleur-Pardo, on entend toujours cette tentative de relativiser les propos, dire c'est antisioniste, c'est pas antisémite. Là, très clairement, les messages reçus par Elise Goldfarb, c'est de l'antisémitisme, ça tombe sous le coup de la loi. Oui, c'est de l'antisémitisme, c'est-à-dire que quand on vous explique qu'en fait, il aurait fallu qu'Hitler termine le travail et qu'il s'en prenne à vos parents ou à vos grands-parents, ça parle quand même de soi-même, c'est-à-dire que c'est la base de l'antisémitisme, c'est vraiment cette rhétorique classique, Hitler aurait dû terminer son travail ou on va terminer le travail qu'Hitler a fait. C'est des messages qu'on lit encore beaucoup trop souvent sur les réseaux sociaux et cette haine antisémite, elle est aussi alimentée et elle s'accompagne de la haine sexiste et de la haine homophobe qui vise Elise Goldfarb. C'est simple, au moment de déverser leur haine, les cyberharceleurs, ils trouvent leur inspiration dans les pires clichés antisémites, sexistes et homophobes. Ce qui arrive aujourd'hui à Elise Goldfarb, ça arrive aussi à de trop nombreuses victimes de haine en ligne qui sont attaquées non pas parce qu'elles diraient, mais pour ce qu'elles sont. Et l'objectif de ceux qui les attaquent, c'est de les faire taire, c'est de les silencier, c'est de leur faire tellement peur que demain, ils n'oseront plus s'exprimer. Et c'est pour ça que je veux souligner ici le courage d'Elise Goldfarb qui, en déposant plainte, en ne s'habituant pas à la haine, vient y mettre un coup d'arrêt, s'y opposer et peut-être inciter d'autres à faire de même pour que on ne s'y fasse pas, qu'on ne s'y habitue pas tout simplement à cette haine en ligne. Justement, Elise Goldfarb, vous avez peur de ce risque de l'autocensure, de dire à un moment, vous n'allez plus oser parler de ces sujets? Non, j'en ai pas peur. Je pense que c'est notre devoir à tous de parler. Notre devoir, après, j'entends que ce soit très compliqué parce que les réseaux sociaux sont très violents. Je pense en effet que ça soulève un sujet qui, pour moi, est très important, qui est la cyberviolence, le cyberharcèlement. Il y a une impunité qui est totale, en fait, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Là où, par exemple, si des gens s'exprimaient dans les médias traditionnels, il y aurait le CSA pour censurer. Le fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y ait des médias qui puissent propager des messages complotistes, des fake news, et que, en fait, Meta, notamment, ne fasse rien. Je trouve que ça soulève un problème de société qui va, à mon avis, nous habiter pendant les 10 prochaines années. Et il faut surtout pas se taire, il faut se battre, il faut lutter contre le cyberharcèlement, qui est une forme de violence au moins aussi forte que la violence physique, parce que en fait, si vous voulez, le harcèlement moral, c'est une violence qui peut tuer. On le voit aujourd'hui dans les médias, combien de jeunes se suicident dans les lycées. Je veux dire, on ne peut pas laisser faire. Et surtout, jusqu'à quand on va laisser faire? On va attendre que les gens passent à l'acte systématiquement, que finalement les gens viennent tuer dans la vraie vie et qu'ils sortent des réseaux sociaux? Hors de question. Donc moi, je ne me tairai jamais. Je ne laisserai jamais faire les racistes, qui qu'ils soient. Même de mon camp, on va dire, même du côté des juifs. S'il y a des gens qui sont racistes, je ne les laisserai jamais passer. Les homophobes non plus, les antisémites non plus. C'est comme ça, il va falloir s'y faire. Et je ne serai jamais du camp de la haine, en fait. Et je pense qu'il est temps que le gouvernement et les plateformes se mettent vraiment sur le sujet des cyberviolences, qu'on passe à des sanctions qui sont concrètes. Parce que là, en fait, n'importe qui se dit qu'il peut venir me menacer de viol et qu'il va rien lui arriver, quoi, qu'il va retourner à sa petite vie, il n'y aura pas de problème. Donc, non, je ne m'arrêterai pas. Vous dites que vous avez reçu des messages de soutien. Est-ce que aussi, depuis plusieurs mois, il y a ce sujet de soutien, il y a celui aussi de vos alliés de lutte, entre guillemets, qui n'ont pas forcément été au rendez-vous aussi? Oui, mes alliés ont été très surprenants, en fait, depuis le 7 octobre. Des gens de qui je ne m'attendais pas du tout à avoir du soutien m'ont montré un grand soutien, notamment des personnalités musulmanes. Ça me touche énormément. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est une espèce de peur, notamment des personnalités blanches, une espèce de culpabilité et vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis de plein de problèmes que leurs parents et leurs grands-parents peut-être ont commis, plein d'erreurs. Et leur façon de se déculpabiliser, c'est de tout mettre sur les juifs. En tout cas, il y a beaucoup de militants à qui j'en veux énormément aujourd'hui, depuis le 7 octobre, qui ont tout simplement abandonné la cause des femmes juives. Mais il y a également
énormément de personnes bienveillantes, que ce soit chez les féministes, chez les personnes de gauche, chez les musulmans. Moi, je suis au contraire très surprise aussi de voir qu'il y en a qui sont pas tombés dans la folie et qui ont du discernement et qui veulent que le monde change. En fait, qu'est-ce que notre génération va laisser au monde après le 7 octobre? C'est ça qu'il faut qu'on se demande. Qu'est-ce qu'on veut laisser? Et il faut qu'on laisse quelque chose de positif parce qu'on va avoir des enfants un jour. À quoi ils vont ressembler? Est-ce que ça va être des oufs? On n'a pas envie que ce soit des oufs. On a envie que ce soit des gens bien et on a envie qu'il y ait la paix un jour dans ce monde, même si c'est très utopiste ce que je suis en train de dire. Moi, je crois juste à la bonté humaine. Mais j'ai bien vu que la mauvaiseté humaine existait également. Elle existe. Il nous reste juste 30 secondes, Rachel Fleur-Pardo, pour finir sur cette question de l'impunité et dire qu'il y a quand même eu un exemple il y a quelques jours avec vous et Magali Berda, 28 personnes qui ont été condamnées à des peines de prison pour cyberharcèlement. Oui, les choses changent avec cette condamnation qu'on a obtenue pour ceux qui ont cyberharcelé Magali Berda. On a montré qu'en fait, aujourd'hui, on condamne les personnes qui cyberharcèlent à des peines de prison. Et c'est aussi le message qu'on veut ici rappeler aux cyberharceleurs, c'est que ces faits ne resteront pas impunis. Et ce que je veux aussi dire, c'est que face à un phénomène de haine massive, on a tous un rôle à jouer. On peut ajouter à la haine, on peut ne rien faire, ou on peut tendre une main, envoyer un message de soutien. Et je sais que Élise Goldfarb a été très touchée par les nombreux messages de soutien qu'elle a reçus, alors on peut tous agir.